Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Let's Talk. Je reçois aujourd'hui le docteur Koum Tian Siangou, qui est auteur d'un livre paru récemment, La décentralisation positive, sous-titré du rôle central de l'élu local au Togo. Pour le présenter tout à fait entièrement, le docteur est conseiller à la présidence de la République en charge du secrétariat technique de la commission de gestion du Fonds d'appui aux collectivités territoriales. Il est aussi le secrétaire exécutif de la fêtière des communes du Togo. Bonjour docteur. Bonjour Monsieur Kenaï. Le livre est intitulé La décentralisation positive et il intervient dans un contexte d'abord d'avènement de la Ve République, ensuite de préparation des élections municipales qui auront lieu sous peu. Est-ce que l'agenda correspond à ce que j'imagine, c'est-à-dire adhérer à épouser les contours de la nouvelle République qui est en train de se mettre en place? Oui, je vous remercie et c'est assez bien vu. Parce que l'objectif en fait du président du Conseil, son Excellence Monsieur Faris Gnassingbé, le président donc du Conseil, son objectif c'est vraiment laisser la parole au peuple. C'est permettre qu'il y ait une démocratie, d'autant que la Ve République c'est un régime parlementaire. Alors, la question de la décentralisation est posée en même temps, puisque là on est clairement dans l'envie de transférer les pouvoirs et ce que détient le pouvoir central, la décentralisation permet qu'il y ait un transfert de compétences, un transfert de pouvoir. Donc c'est dans cette logique d'ailleurs de la démocratie, qu'elle soit participative, qu'elle soit locale, c'est dans cette dynamique bien entendu et dans cette politique, dans cette volonté qu'est le président du Conseil que je veux bien entendu saluer, d'autant que dans cette stratégie, il est besoin clairement du développement des territoires, il est besoin de faire en sorte que le citoyen soit dans un confort, mais aussi dans l'expression de sa volonté, dans l'expression de son besoin, et que l'État soit aussi dans l'expression de sa souveraineté. C'est là le sens de la décentralisation positive, puisque c'est quoi la décentralisation positive? C'était aussi ça la question. Oui. Et je pense que la décentralisation positive, en fait, c'est cette décentralisation-là qui, bien entendu, permet de choisir le moment, je dirais, de transférer le pouvoir. C'est à contrario la décentralisation contrainte. On voit clairement dans d'autres pays qu'on pensait être, je dirais, en avance sur le Togo, sur les questions de décentralisation, que eux, ils avaient mené à bien leur décentralisation et qu'on les enviait. Mais oui, mais il faut quand même reconnaître que certains pays n'ont pas choisi le moment de cette décentralisation. Et choisir le moment, c'est l'une des conditions de la décentralisation positive. Et je dis, notre pays a cette chance d'avoir un visionnaire qui est le président du Conseil, qui est dans une dynamique où il était besoin d'apaiser, je dirais, le peuple togolais. Il était besoin de mettre en place ce qu'on appelle la capacité politique de l'État. Et c'est ce qui a présidé, disons, au choix du moment, donc en 2019 pour les élections. Et aujourd'hui, on est, je dirais, à l'aune d'une élection, les élections municipales. On a fait des élections, je dirais, régionales et des élections législatives. Et on passe aujourd'hui à la Ve République. Donc tout ce package-là, c'est dire que le Togo est dans une dynamique positive, d'où la décentralisation positive aussi. Quand vous parliez du concept de décentralisation positive, qui donne son titre d'ailleurs au livre, j'étais en train de m'imaginer par exemple un pays comme le Mali. Les pays dont les confins aujourd'hui réclament une plus grande présence de l'État et par moments ont l'impression qu'ils ont été oubliés par le pouvoir central. Est-ce que c'est à cela que vous pensez en vous disant que plutôt que de subir une décentralisation due au fait que les populations ont l'impression d'être délaissées, mieux vaut gérer les horloges et être aux commandes du processus? Je vous remercie de poser clairement la question du Mali. Il est vrai qu'en 2020, quand j'ai commencé à creuser la question de la décentralisation de mon pays, il m'était en fait donné à voir l'exemple malien. Et
on laissait entendre que le Mali a une avance, bien entendu, parce qu'il y a au Mali, je dirais, une démocratie locale et que les régions, les communes étaient bien entendu, chaque collectivité territoriale avait un pouvoir qui était transféré, voilà, par le pouvoir central. Mais posons-nous la question de l'histoire, mais aussi de la réalité en fait sociologique du Mali. Et on se rend compte que c'est le Mali a en 91 fait la dévolution. Et on sait que la dévolution, par définition, quand on se retourne vers l'Angleterre, le Royaume-Uni, c'est, je dirais, des blocs qui sont dans une autonomie. Et c'est ça le sens même de la décentralisation positive. Parce que quand vous voyez les accords de Tamanrasset, vous vous rendez compte que le Mali était obligé, avec le Nord, la problématique du Nord, était obligé clairement de faire la décentralisation. Mais est-ce que c'était une décentralisation voulue? Est-ce ils étaient les maîtres de l'horloge, comme vous le dites? Non. Et c'est là que pour le Togo, on a cette chance, bien entendu, d'avoir planifié nous-mêmes le processus, de l'avoir exécuté et surtout de l'accompagner. Et il y a 3 éléments dans la décentralisation positive, qui est un concept que moi je suis en train d'explorer. J'invite les uns et les autres à bien entendu nourrir ce concept, parce que aussi il est besoin que nous ayons que nous soyons dans cette dynamique, dans ce processus, que nous soyons dans notre identité à nous et qu'on n'importe pas les choses d'ailleurs. Alors, la décentralisation positive telle que je le dis, c'est d'abord, en premier lieu, je dirais, là, que l'État soit prêt, qu'il y ait une capacité politique de l'État. Cette capacité politique de l'État, là, c'est quoi? C'est que l'État ait préparé tout l'arsenal juridique, que l'État ait préparé toutes les structures nécessaires. Aujourd'hui, moi, je suis secrétaire technique de la commission de gestion du fonds d'appui aux collectivités territoriales. Quand on dit les collectivités territoriales, il faut des financements. Comment l'État finance-t-il? Ça a été préparé par l'État. Et quand on dit aussi aujourd'hui que les maires, les présidents de conseils régionaux doivent piloter les projets locaux. Oui, comment doivent-ils faire? C'est ça la NFCT. L'État a mis en place l'Agence nationale de formation des collectivités territoriales. Mais aussi les lois, les décrets, les arrêtés. Si vous voyez la direction de la décentralisation, ils vous feront part du nombre de décrets à l'administration territoriale, au ministère. L'administration territoriale. Et aussi, faut-il le reconnaître, l'État a mis en place des ressources humaines, puisque les secrétaires généraux, que ce soit des préfets et des communes ou des régions, sont tenus par des fonctionnaires de l'État. Donc tous ces éléments, l'État doit être prêt, mais il faut aussi accompagner les collectivités territoriales dans ce qu'on appelle la capacité socio-économique. Ça veut dire qu'il faut... Nous allons y revenir, mais j'aimerais que l'on visualise déjà, en termes d'organisation administrative, ce que signifie la décentralisation. Est-ce que ça signifie que l'État se retire complètement et qu'il devient simplement un observateur de la gestion de la chose publique, ou alors qu'il cède une partie de ses pouvoirs, quitte aux communes, quitte aux territoires, quitte aux régions? Comment cela se manifeste concrètement sur le plan administratif? Très bien. Au niveau administratif, il faut dire que l'État central avait au départ l'ensemble des pouvoirs. Quand je prends l'éducation, que ce soit l'université, le lycée, le collège, le primaire, la maternelle, tout était réservé à l'État. Alors, aujourd'hui, au plan... En plus des universités. En plus des universités. Alors, avec la décentralisation, qu'est-ce qui se passe? C'est que on verra que les communes vont gérer les écoles primaires, les collèges, pendant que les lycées reviendraient, par exemple, aux régions. Là, c'est quelque chose de concret. Quand je prends la santé, on verrait, on parle de CMS, les centres médico-sociaux. Là, ça va être géré par les communes.
Et si on est dans un centre régional de santé, ça va être géré par, je dirais, la région. Alors, au plan Oui, administratif... des marchés maintenant. Les marchés. Les marchés, voilà, exactement. Au niveau des marchés, par exemple, il y a des marchés qui sont des marchés locaux, par exemple, où les communes iraient mettre en place des taxes, des tickets, et à partir de ces tickets-là, collecter des ressources qui permettent... Mais il y a aussi des marchés, par exemple, qui sont réservés exclusivement, je dirais, qui sont d'ordre national ou régional. Les grands marchés, par Les exemple. grands marchés, par exemple, c'est au plan national. Et on mettra des structures, par exemple, qui vont gérer ça. Et il ne faut pas oublier une chose, hein, c'est que dans la question de la décentralisation, n'omettons pas de dire que l'organisation administrative est, je dirais, duale. C'est-à-dire quoi? Quand vous prenez un maire, à côté d'un maire, il y a le préfet. Et quel est le rôle du préfet? Le préfet qui représente l'État central. Quand le maire, par exemple, prend des actes, il y a un conseil municipal qui se réunit, disons, une fois, c'est 4 fois l'année qu'ils doivent se réunir, ce qu'on appelle les sessions. Quand ils se réunissent et qu'ils prennent des arrêtés, ces arrêtés-là ne doivent pas être, en fait, je dirais, publiés comme ça. Il faut que le préfet voit la légalité au-delà du contenu, voir si la forme et tout est respecté. Ça veut dire qu'à côté de l'État, plutôt à côté des collectivités territoriales, il y a l'État qui regarde, qui contrôle et qui accompagne. Donc ce n'est pas, je dirais... C'est une forme de cogestion en quelque sorte. C'est une cogestion, mais au-delà, il y a une autonomie, par exemple, de ces collectivités territoriales. L'autonomie consiste à quoi? À élaborer son budget et à gérer de façon autonome son budget, même si quelque part il y a une régularité en fait au plan des finances qui doit accompagner ces actes. Néanmoins, il y a un budget, le budget est élaboré et l'ordonnateur, c'est le maire ou c'est le président du conseil régional. Ça veut dire que tous les problèmes ou toutes les problématiques régionales, si vous êtes dans une région et que votre région souffre de problèmes d'eau, c'est vous qui savez que vous avez un problème d'eau. C'est à vous seul de pouvoir identifier comme priorité cette problématique d'eau. Et vous dites, moi cette année, je veux que on fasse, en fait, on trouve une solution à cette problématique d'eau. Donc, les problèmes, c'est vous qui les identifiez, c'est vous qui les résolvez, et en même temps, vous êtes accompagné par l'État. C'est là même l'intérêt de la décentralisation, puisqu'on ne vient pas d'en haut vous dire, voilà vos problèmes, voilà vos solutions. C'est vous qui les identifiez, c'est vous qui trouvez des solutions, même s'il y a quelque part un accompagnement. Donc la décentralisation, c'est donner la parole en fait au peuple, donner la parole, je dirais, à la base, pour permettre que les solutions en fait soient de base, puisque les problèmes seront identifiés à la base. Comment cela va se passer concrètement dans la vie quotidienne des citoyens? Est-ce qu'ils devront désormais s'adresser davantage à leur maire? Est-ce qu'ils devront saisir le gouverneur ou le préfet? Est-ce qu'ils doivent remonter au ministère pour poser leurs problèmes? Qui est l'interlocuteur principal? Voilà, merci. Sur des questions du quotidien, une fois j'étais en fait avec un maire qui disait la vie commence avec le maire et prend fin avec le maire. Vous avez votre épouse, cher monsieur Kemayou, qui accouche aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous devez pouvoir déjà dire mon enfant doit avoir un acte de naissance. Vous vous adressez à la mairie. Naturellement. Vous allez dans un centre d'état civil qui est mis en place par le maire et en ce moment vous donnez tous les éléments pour faire l'acte de naissance de votre enfant. Donc on s'adresse à la mairie. Alors vous avez un de vos grands-parents qui est âgé et qui décède. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez besoin d'un endroit pour l'inhumer, l'enterrer. Vous vous adressez à la mairie. Le premier interlocuteur d'un citoyen, ce n'est pas le préfet, c'est le maire. Parce que tous les problèmes au quotidien, c'est le maire qui gère. Maintenant,
il y a d'autres aspects, puisque d'un côté il y a le maire, de l'autre il y a le président du conseil régional. Voilà les deux acteurs principaux de la décentralisation, puisqu'ils sont élus. Alors, d'un côté le maire, bien entendu, est au quotidien avec la population. Le président du conseil régional, admettons, vous avez au niveau de votre région, je dirais, une potentialité économique et vous voulez développer en fait cette potentialité, vous voulez viabiliser cette potentialité économique. Un maire juste serait bien entendu en manque de moyens, de capacités. Mais si la région porte le projet économique, vous avez par exemple l'anacarde, je prends la région centrale, qui produit de l'anacarde et on veut par exemple accompagner les entrepreneurs pour mettre en place des usines, des industries, c'est mieux que la région porte cela pour voir comment on met en place tous les outils nécessaires pour que les usines qui vont s'installer puissent véritablement être soutenues et accompagnées. En ce moment, nous sommes dans un projet économique régional et c'est la région qui peut véritablement porter ça. Si vous êtes un entrepreneur et que vous voulez développer en fait votre entreprise, autant taper à la porte du président du conseil régional parce qu'il porte plus la dimension socio-économique au plan régional plutôt qu'un maire. Maintenant, le gouverneur, c'est le chef des préfets et il regarde les actes administratifs du président du conseil régional. Il réunit les préfets pour voir un peu autour de sa région comment ça se passe, pendant que les préfets, eux, ils voient avec les maires ce qui se joue. C'est la dimension déconcentrée de la décentralisation, puisque d'un côté, la décentralisation, la déconcentration, c'est un couple sans divorce. Et la déconcentration, très concrètement, de quoi s'agit-il? La déconcentration, c'est en fait c'est l'installation de l'État dans les régions, dans les communes. Je vous donne un exemple. Je parlais tantôt en fait des écoles de l'éducation. Le directeur régional de l'éducation, celui qu'on appelle souvent le DRE, c'est, je dirais, un responsable des services déconcentrés. Vous prenez un directeur régional de santé, c'est un responsable des services déconcentrés. Le préfet, c'est un service, je dirais, un responsable des services déconcentrés. C'est ceux-là qui sont nommés par l'État central pour diriger des services de l'État central qui sont en fait situés dans les territoires, dans les régions, dans les collectivités territoriales. Maintenant, vous êtes à la tête d'une commune. Vous avez besoin d'argent pour construire des infrastructures sportives pour les jeunes collégiens, lycéens de votre commune et vous êtes en manque de ressources. Comment est-ce que vous financez cela? Est-ce que vous allez vous-même chercher l'argent sur le marché régional? Est-ce que vous faites appel à l'impôt local pour financer? Ou alors c'est l'État qui intervient pour le faire à votre place? Très bien. Le financement des collectivités territoriales, voilà l'épine en fait dans le pied des premiers acteurs des collectivités territoriales que sont les présidents en région, tout comme les maires, mais aussi l'État, puisque c'est l'État qui choisit cette politique de décentralisation et il faudra bien entendu pouvoir pourvoir aux besoins de la population. Et ce que vous dites là, il faut quand même dire une chose, les services essentiel de base pour la population, c'est absolument essentiel. Nous sommes ici dans un grand hôtel, sans doute que quelque part dans un village, les gens ont besoin d'eau pour boire. Ils ont besoin de l'eau potable. Comment le maire de cette commune fait? Alors, d'abord, je parlais tantôt du FACT, le Fonds d'appui aux collectivités territoriales, oui, qui est un mécanisme de financement mis en place par l'État et dont je suis le secrétaire technique. Alors, l'État, depuis 2020, puisque c'est en 2019 qu'il y a eu les élections, les premières élections municipales, juste
En même temps, en 2020, il y a eu donc clairement la mise en place en fait de ce mécanisme-là, l'opérationnalisation de ce mécanisme de financement qui est le FACT. Et depuis 2020 jusqu'à ce jour, il y a eu un financement assez important de l'État. D'aucuns me diront que ce n'est pas suffisant, puisque ce n'est jamais suffisant. Ce n'est jamais suffisant. Et du coup, pas plus tard que le 29 avril, cette commission, la commission de gestion du fonds d'appui aux collectivités territoriales s'est réunie encore pour doter 9 milliards 500 millions aux communes, aux 117 communes. L'année dernière, c'était 8 milliards 500 millions. L'année d'avant, c'était 7 milliards. Ça veut dire qu'il y a une progression constante. En progression constante. Voilà l'effort de l'État. Donc l'État met des moyens aux collectivités territoriales. Les régions, par exemple, on s'est réunis et c'était 4 milliards. Donc, ce qui veut dire quoi? Aujourd'hui, on peut dire que pour les collectivités territoriales, les communes de 2020 à 2024, il y a eu plus de 32 milliards de francs CFA. Pour les régions, parce que c'est la première fois, c'est 4 milliards. Donc, il y a donc les dotations de l'État ces dotations sont faites par le Fonds d'appui aux collectivités territoriales. Donc, c'est l'État. Maintenant, il y a aussi la mobilisation des ressources endogènes par les collectivités territoriales, ce qui est compliqué aujourd'hui. Et à côté, il peut y avoir des dons, des legs. Voilà ce qui peut composer, je dirais, le package du financement des collectivités territoriales. Mais la question aujourd'hui est de savoir, puisque au sein de la population, toutes les communes ne se valent pas sur le plan économique et toutes les communes ne se valent pas non plus en termes de besoins, comment est-ce que l'État intervient pour être juste dans sa contribution auprès des unes et des autres? Super, c'est vraiment, je vous remercie de poser cette question parce que d'aucuns se posent la question, mais comment on répartit cet argent-là aux collectivités territoriales? D'abord, il y a un cadre qui est posé. Il y a un décret, par exemple, qui est pris, c'est le décret numéro 2019-133/PR, qui donne 3 éléments dans la répartition des dotations. Il y a une dotation de base, il y a une dotation de péréquation et enfin une dotation de performance. Quand la commission de gestion se réunit pour voir comment répartir les dotations, il y a des critères. Et la dotation de base que j'évoquais, puisque c'est les 3 éléments, c'est les 3 types de dotation, la dotation de base, c'est que quand je prends les 9 milliards 500 millions que j'évoquais tantôt pour cette année, on applique, je dirais, clairement un taux. On peut dire, cette année, on a appliqué 6% de cette dotation globale-là, on applique 6% et on répartit à l'ensemble des 117 communes, je dirais, la même somme. Donc, chaque commune a la même somme. Ça, c'est la dotation de base. Donc, toutes les communes ont la même somme. C'est ça, la dotation de base. Après, il y a maintenant la dotation de péréquation. Et c'est là qu'il faut des critères. Et il fallait trouver des critères, je dirais, objectifs, normatifs. Si vous êtes une commune, en fait, en zone rurale, et que vous avez moins de population, vous pouvez avoir une superficie importante. À partir de là, on considère les 2 critères, la population et la superficie. Au-delà de ça, il y a maintenant un autre critère qui vient, et ça, c'est le 3e de la péréquation, puisque la péréquation, c'est considérer des éléments qui permettent d'égaliser en fait les communes ou les régions. À partir de là, on se dit, si vous êtes dans une zone qui est plus riche, moi je suis dans une zone qui est pauvre, en ce moment, on regarde quel est l'indice de pauvreté. Et cet indice de pauvreté est calculé sur la base d'un certain nombre de multicritères. Donc, on considère l'indice de pauvreté. Si vous avez un indice de pauvreté de 60% et moi j'ai un indice de pauvreté de 65%, on me donne plus parce que je suis plus pauvre et on vous donne moins parce que vous êtes plus riche. Vous avez une population plus importante,
vous avez une superficie plus importante et que vous avez en fait un indice de pauvreté bas, ça veut dire que c'est sur la base des trois éléments-là qu'on répartit la dotation de péréquation. Maintenant, il y a une dernière dotation qui est la dotation de performance. Et cette dotation de performance, c'est aussi sur la base d'un certain nombre de critères. On vous dira, monsieur, vous avez cette année, puisqu'il y a 4 sessions, la loi impose que vous teniez 4 sessions. Est-ce que vous avez tenu les 4 sessions? Les conseils municipaux? Les conseils municipaux. Si vous avez tenu les 4 sessions, ça veut dire que vous êtes quelque part performant, vous respectez la loi. On pourra aussi vous demander, est-ce que vous avez élaboré votre PDC? Si le PDC est élaboré, on dira oui. Est-ce que vous avez, par exemple, parce qu'on demande pour le budget, pour l'élaboration du budget, il y a un cycle, il y a des dates, des délais. Est-ce que vous avez respecté ces délais? Donc, il y a des critères de performance et à partir de là, on vous donne, on applique un taux pour la performance. Donc, ce sont ces critères-là qui permettent que si vous êtes riche, on va tenir compte de ça. Si vous avez une population plus importante, si vous êtes performant. Donc, voilà les critères qui permettent que nous fassions la répartition de ces dotations-là sans que ni vous ni moi ne soyons trichés. Et s'il arrive que les communes veuillent mutualiser leurs ressources, est-ce qu'on applique les mêmes critères ou on met en place, je veux parler de l'intercommunalité, est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui est actif dans le cadre de la déconcentration, non, de la décentralisation? Décentralisation. Très bien. La question que vous posez est très intéressante parce qu'il y a la dimension, je dirais, comment coopérer entre collectivités territoriales, mais il y a une dimension comment rationaliser les ressources. Et à partir de là, je pense que la question, l'intercommunalité aujourd'hui, il est besoin de prendre un acte, un arrêté pour ce faire. Néanmoins, les communes de la même préfecture, ce que dit la loi, les communes de la même préfecture peuvent se mettre en intercommunalité. Puisque ce n'est pas encore, je dirais, formel, formalisé, les communes ne peuvent pas aujourd'hui mettre en commun un certain nombre de ressources financières. Néanmoins, dans le cadre de l'intercommunalité, il faudra questionner comment la mutualisation, comment la rationalisation des moyens peut permettre effectivement que l'ensemble des communes puissent se mettre pour résoudre les problèmes qui sont les leurs. Mais c'est une option, c'est une solution qui permet réellement que chaque région, chaque préfecture, plutôt que d'avoir 2 communes où chacun fait, où chacune fait les choses de son côté, qu'elles se retrouvent pour en fait faire ensemble les choses. Entre les communes, les régions et les territoires, il reste la place des députés également, qui sont également des élus. Comment est-ce qu'ils interviennent dans ce jeu à la fois de déconcentration et de décentralisation? Ah, ça c'est une excellente question, mais c'est ça aussi la vivacité de la démocratie. Et je pense que comme on le dit, un député, en fait, il est national. Et même s'il a un ancrage territorial, il est national, donc il vote les lois. Et c'est là aussi qu'il ne faut pas oublier les sénateurs qui sont élus par les grands électeurs que sont les conseillers et municipaux et régionaux, pour voir comment en fait travailler de concert à permettre la vivacité et la vitalité démocratique. Il est normal, bien entendu, qu'un maire et un président de conseil régional ou un élu local, qu'il soit régional ou municipal, soit en dialogue avec en fait un élu national, qu'il soit sénateur ou surtout, je dirais, un député. Pourquoi? Les lois se prennent depuis le sommet, c'est-à-dire c'est au niveau central que les lois sont votées. Ces lois-là peuvent, bien entendu, être inspirées par la base et doivent même être inspirées par la base. Puisque aujourd'hui, on parlait tantôt de la 5e République, qui est un régime parlementaire, et c'est là d'ailleurs l'intérêt, puisqu'il y a une double lecture des lois. Et cette double lecture, on demande aux sénateurs une lecture des lois à l'aune du territoire, à l'aune des réalités territoriales. Et il revient bien entendu que les élus locaux puissent clairement être dans un dialogue permanent, incessant avec non seulement les sénateurs qui sont en quelque sorte
leurs envoyés spéciaux au niveau, si je peux m'exprimer ainsi, au niveau national, mais en même temps permettre que les députés puissent comprendre la réalité du terrain pour faire en sorte que la loi soit, je dirais que la loi transpire ce qui est des problématiques du terrain. Donc, je pense qu'il y a un besoin d'une communication permanente entre l'ensemble de ces élus, qu'ils soient au plan national ou au plan local. Est-ce qu'on peut estimer aujourd'hui que l'on a parachevé le processus de réforme institutionnelle, voire constitutionnelle du pays, à telle enseigne que les rails de la décentralisation sont posés et qu'il suffit de mettre le train maintenant, ou alors il est mis déjà, et qu'on attend de voir s'il arrivera à l'heure ou pas? Oui. Moi, je pense qu'au plan institutionnel et au plan structurel, on peut dire que les choses sont mises en place. Maintenant, il revient à chaque acteur de prendre en main la responsabilité qui est la sienne et de comprendre les enjeux. Et c'est là que nous devons aussi être dans la conversion de nos rôles. Hier, le préfet était seul. Il n'y avait pas de maire, il n'y avait pas de gouverneur, il n'y avait pas de président de conseil régional. Aujourd'hui, l'ensemble de ces acteurs, ils n'avaient qu'une seule énergie, ils n'avaient qu'une seule intelligence. Aujourd'hui, il y a plusieurs intelligences et Dieu connaissant le premier citoyen de notre pays, sachant que le président du conseil a toujours mis en avant le dialogue, il nous revient ensemble en tant qu'acteurs politiques, en tant qu'acteurs locaux ou nationaux, de se saisir de cette réalité, de cette vitalité démocratique et politique, pour mettre en synergie nos forces, ceci pour que le développement soit une réalité. Donc, je me dis, tout est mis en place, il revient aux acteurs de convertir leur mentalité. Merci beaucoup, docteur. Je rappelle que vous étiez invité de l'émission, Dr Koumtian Siangou, pour présenter votre livre, La décentralisation positive, avec pour sous-titre du rôle central de l'élu local au Togo. Le livre est paru aux éditions Aoudi et donc il est disponible dans toutes les bonnes librairies. Merci de nous avoir accordé votre temps et votre expertise. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous d'avoir suivi l'émission. Merci de rester en compagnie des émissions de New World Economy. À bientôt.